Décolonisation, le Vietnam, épisode 3, Indochine française, résistance Viet. Bonjour, où en étions-nous la dernière fois? Ah oui, on en était resté à 1885, avec le sac de Hue, la fuite du roi Hamdi, qui lance alors le mouvement Aider le roi. En 1885, l'Indochine commence dans les faits, bien qu'elle ne soit pas encore formalisée. Eh bien, aujourd'hui, nous suivrons le fil de la résistance à la colonisation française jusqu'à sa radicalisation en 1930 avec la mutinerie de Yen Bai, tournant majeur entre la naissance et la mort de l'Indochine. Mais pour en revenir à 1885 et au mouvement Aider le roi, ce qu'il faut dire que c'est d'abord un mouvement de lettrés, c'est-à-dire des mandarins et des élites de l'ancien pouvoir royal. Et on peut les comprendre. Les mecs étaient au top. Voilà les Français qui arrivent et ils tombent de leur piédestal. Eh bien, à leur place aussi, je l'aurais eu mauvaise. Avec la conquête française, le monde s'effondre, comme pour Okonkwo dans le roman magistral chinois Achebe. Si vous n'avez pas lu ce roman, Le monde s'effondre, c'est que vous n'avez pas fait le lycée au Sénégal, alors arrêtez tout de suite et allez vous le procurer. Du coup, quand le roi est capturé en 1888, c'est un mandarin, Phan Dinh Phung, qui va continuer la résistance jusqu'en 1896. Phung est une figure admirée des nationalistes du XXe siècle. C'est pour eux une sorte de réincarnation de Tran Hung Dao, résistant vainqueur des Chinois à la bataille de Bac Dang au XIIIe siècle. Je vous renvoie pour ça au premier épisode, nous en avons parlé. Mais qui dit Tran Hung Dao dit Phan Nhan le traître. Et sa réincarnation dans ces temps de conquête française, c'est un autre mandarin, Hoang Cao Kai. Celui-ci lit beaucoup mieux le jeu et sent que le vent a tourné en faveur des Français. Et il collabore avec les Français. Par exemple, la résistance des lettrés sera matée en 1896 avec la mort de Phan Dinh Phung. Il meurt de maladie, mais à un moment où les Français, bien aidés par Kai, justement, l'avaient poussé dans ses derniers retranchements. Après ça, il y aura bien une résistance plus localisée, avec le Tam jusqu'en 1913, par exemple, mais c'en est fini du c'était mieux avant, de la résistance des lettrés qui voulaient revenir au système d'avant les Français. Phan Dinh Phung et Kai représentent bien les deux pôles entre lesquels hésite l'élite vietnamienne à la fin du XIXe siècle. Collaboration ou résistance? D'une part, continuer son travail et aider ses administrés, ou tout laisser tomber en signe de résistance passive avec tous les risques financiers et politiques que cela comportait. Dilemme. Et j'en ai trouvé une illustration excellente dans les mémoires de famille de Duong Van Mai Elliot, que j'appellerai Madame Mai à partir de maintenant pour ne plus avoir à écorcher son nom. Madame Mai, dans The Sacred Willow, le saule sacré en VF, et c'est bizarre parce qu'à ma connaissance, ce livre n'a pas été traduit en français, soit dit en passant. Madame Mai évoque donc son arrière-grand-père, mandarin en début de carrière à l'époque. Je cite. Il resta à son poste 3 ans avant de démissionner car le cœur n'y était pas. Mais il sera forcé de reprendre du service plusieurs fois, soit parce que le roi le demandait, soit pour subvenir aux besoins de sa famille, soit pour faire son devoir de mandarin. Mais il y ira toujours à reculons avec réticence. Fin de citation.
Mais ces mandarins ne vont pas hésiter trop longtemps, car les Français étaient là pour rester. Et avec le gouverneur général Doumer, à partir de 1896, la France va forcer les mandarins à se démettre ou à se soumettre, avec la formalisation de l'Indochine française. Qu'est-ce que c'est cette Indochine que met en place Doumer? Vous le savez sûrement, je vous le rappelle, c'est le Cambodge, le Laos, le Vietnam actuel, divisé en trois, la colonie de Cochinchine et les protectorats d'Annam au centre et du Tonkin au nord. Le gouverneur général règne sur tout ça. Et en réalité, il administre les protectorats aussi comme des colonies. Car la France n'honore plus les termes du protectorat dès 1897. Le gouverneur général est le véritable souverain. Il engage les grands travaux et met aussi en place un budget unique. Très important ce budget unique, car pour faire entrer de l'argent, le gouverneur général soumet la population à une férule fiscale sévère. Il y a des taxes sur toutes les denrées de première nécessité. Il y a un monopole sur le sel et l'alcool, par exemple. Un seul exemple pour voir ça. Le prix d'une denrée aussi basique que le sel est multiplié par 10 en 10 ans, ce qui est considérable quand on y pense. L'Indochine est donc là, à partir du gouverneur général Doumer. Et c'est là que commence la deuxième phase de résistance, au début du XXe siècle. Et elle est portée par deux figures majeures, dont il faut bien retenir les noms. Deux figures majeures qui ont grandi pendant la conquête française et qui ont intégré le nouveau rapport de force dans leurs réflexions. Je veux parler des deux Phan, parce qu'ils partagent le même nom de famille. À ma gauche, Phan Boi Chau, à ma droite, Phan Chu Trinh. Et le maître mot de ces deux, c'est refondation. Le premier, Phan Boi Chau, est né en 1867 dans une famille de lettrés. Il est éduqué à l'ancienne, c'est-à-dire caractère chinois, examens triennaux, etc. Et il commence à militer du côté monarchiste, en essayant de regrouper les survivants de l'ancien mouvement insurrectionnel royaliste Aide au roi. Il se lie par exemple avec le prince Kong He, fils du prince Kan, vous vous rappelez le fameux tableau à Paris, donc petit-fils de Zha Long. Mais après avoir fait le voyage de Tokyo, Phan Boi Chau va finir par évoluer en prônant une refondation basée sur le Japon. Le Japon qui a battu les Russes en 1905 et qui s'impose comme le phare de l'Asie à l'époque. Chau va ainsi lancer le mouvement Exode vers l'Est et attirer au Japon des centaines de jeunes Vietnamiens qui viennent s'y former. Le projet de Phan Boi Chau est de lancer une insurrection armée avec l'aide du Japon. Mais il va déchanter très vite, car le Japon n'est pas intéressé. C'est après tout aussi une puissance impériale. Chau est même expulsé du Japon sous la pression française après de graves émeutes au Vietnam en 1908. Après cette expulsion, il s'exile en Chine où il adopte le républicanisme après le succès de la révolution chinoise de Sun Yat-sen. Il fonde alors la Ligue pour la restauration du Vietnam et il est, à ma connaissance, l'un des premiers à populariser le nom Vietnam, qui sera repris à partir de ce moment-là par presque tous les nationalistes. Modernisation aussi pour le deuxième Phan, Phan Chu Trinh, qui est né, lui, en 1872. Comme Chau, il a aussi été élevé dans la langue classique chinoise et son père, un lettré,
a participé au mouvement Aider le roi. Mais Phan Chu Trinh voulait, lui, au contraire de Chao, composer avec l'idéologie démocratique occidentale qu'il avait acquise à travers les traductions chinoises comme le faisaient les lettrés asiatiques de cette époque. Il critique donc l'option armée de Chao, qui est à ses yeux illusoire puisque le Japon était aussi une puissance impériale. Trinh, lui, veut travailler avec la Troisième République française. Et il le dit dans une lettre fameuse au gouverneur général en 1907. Il dénonce la classe mandarinale, donc autochtone, et la violence coloniale. Et il réclame que les Français se conduisent au Vietnam en républicains, c'est-à-dire qu'ils fassent au Vietnam ce que Jules Ferry avait fait en France. École gratuite et obligatoire, en français et en Quoc Ngo. Vous vous rappelez l'invention d'Alexandre de Rhodes. Il réclame le respect des droits de l'homme, l'accès à la citoyenneté pour les autochtones. Eh bien, c'en était trop pour les autorités françaises qui, après les révoltes de 1908, condamnent ce dangereux énergumène, qui admirait tout de même la Troisième République, au bagne de Poulo Condor. Il y végétera jusqu'en 1911 avant d'être exilé à Paris. 1911, il est exilé à Paris. En effet, Trinh est libéré grâce à Albert Sarraut, qui est nommé gouverneur général en 1911 pour mettre en œuvre une politique dite d'association. Car la France réagit à tout ce qui se passe en Asie. 1905, victoire du Japon sur les Russes. 1911-12, révolution chinoise. Les deux fans, ils réagissent avec Albert Sarraut. Albert Sarraut promeut l'enseignement en français en Quoc Ngo. Super. Il abolit certains châtiments moyenâgeux, comme la strangulation. Bien, on prend. Il augmente la représentation indigène dans les organes de la colonie. Enfin, certains. Super. Il promeut aussi la liberté de la presse et déclare une amnistie générale en 1918. Eh bien, devant tant de bonne volonté, les élites vietnamiennes applaudissent des deux mains ces réformes. Premier pas, pense-t-il, vers une extension sensible de leurs droits politiques. Eh bien, ils avaient tort. Il y a des limites à l'ouverture quand même. Et les colons blancs sont là pour le rappeler à Albert Sarraut. Alors, quand quelques irréductibles vietnamiens lancent des actions de résistance isolées, Albert Sarraut mène une politique de répression féroce. Et c'est là qu'il fait arrêter Phan Boi Chau en Chine. Les Français exilent aussi le roi rebelle Duy Tan et le remplacent par un autre. Du coup, les réformes politiques dont on a parlé restent lettre morte. Et les combats de Chau et de Trinh pour un Vietnam républicain ne portent pas leurs fruits. Les populations autochtones ne sont pas associées au pouvoir et ne sont pas prêtes de l'être. Or, la population au Vietnam est caractérisée par des inégalités très fortes. Bien sûr, en haut de la pyramide, il y a les 1% de blancs français, mais qui détiennent tout le pouvoir économique et politique. Ce sont les militaires et les civils administrant la colonie, mais aussi les petits blancs, c'est-à-dire les employés remplissant les fonctions subalternes de l'administration coloniale. Deuxième catégorie privilégiée, les 1 à 2% de Chinois présents dans le négoce du riz surtout. Pour celles et ceux qui ont lu L'Amant de Marguerite Duras, la figure de l'amant est typique de cette riche bourgeoisie chinoise de Cochinchine. Troisième catégorie, les gros propriétaires terriens, constitués de 9 à 10 000 familles vietnamiennes. Plutôt urbains, plutôt à Saigon, ils adoptent le modèle culturel français en cherchant notamment à se faire naturaliser.
Enfin, en bas de la pyramide, il y a l'écrasante majorité de la population pauvre et rurale, soumise à l'arbitraire des grands propriétaires terriens viettes et des planteurs blancs. Pourtant, entre la grande bourgeoisie vietnamienne et le petit peuple, il y a une petite classe intermédiaire, constituée de fonctionnaires, d'enseignants, d'interprètes. Ils sont privilégiés, au sens où ils sont éduqués et francophones. Mais de l'autre côté, ils sont encore liés au peuple par la parenté. D'un côté, ils souffrent du racisme des petits blancs, qui se manifeste par exemple par le tutoiement généralisé. En plus, à compétences égales, les petits blancs sont toujours en position d'autorité. Une anecdote. Le général Hin, premier chef d'état-major de l'armée de Bao Dai à la fin des années 40, raconte l'histoire d'un camarade sorti de Polytechnique et qui, à son retour en Indochine, était sous les ordres d'un contremaître. On comprend la frustration. Eh bien, c'est dans cette catégorie sociale, éduquée, mais frustrée, qu'émergent les fers de lance de la troisième phase de contestation à partir des années 20. Les jeunes. Et c'est la contestation radicale des jeunes qui va mener à la mutinerie de Yen Bai en 1930. Qu'est-ce qui s'est passé à Yen Bai? La nuit du 9 février 1930, dans la garnison de Yen Bai, 200 tirailleurs, appuyés par des insurgés civils du VNQDD, retenez bien, le VNQDD, le Parti nationaliste vietnamien, 200 tirailleurs donc se mutinent et assassinent 5 officiers et sous-officiers français. Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut prendre en considération 2 facteurs dans les années 20. Premièrement, la politique française d'association d'Albert Sarraut reste lettre morte. Alors même que les Français avaient des partenaires possibles dans la grande bourgeoisie naturalisée ou occidentalisée. Par exemple, Bui Quang Thieu, qui fonde le Parti constitutionnaliste en 1923. Thieu s'inspire en partie de Trinh pour réclamer des réformes judiciaires, éducatives, politiques, sur le modèle du Parti du Congrès en Inde. Mais ce qui différencie le Parti du Congrès indien de celui du Vietnam, c'est que Thieu et son parti sont restés élitistes et ont refusé par exemple le suffrage universel. Ils sont restés un parti bourgeois, craignant d'être taxés d'anti-français et se contentant de protéger leurs intérêts économiques. Cela alors que les jeunes des années 20 attendaient beaucoup plus. Or, ces jeunes, et c'est ça le deuxième facteur dans les années 20, sont beaucoup plus radicaux que les 2 fans même. Prenons la grande figure de l'époque, Nguyen An Ninh, qui revient à Saigon après des études en France dans les années 20. Quelques extraits de son journal La Cloche Fêlée, je cite. « La liberté se conquiert, on ne nous l'octroie pas. Quand on réclame des réformes, on reconnaît la prééminence du régime en place. » Fin de citation. Pour Ninh, les promesses d'association de Sarraut, c'est du bluff. La mission civilisatrice de la République, c'est un mythe qui sert toujours à considérer les anamites, comme on disait à l'époque, comme des mineurs incapables de prendre en main leur propre destinée. Avec cette génération, la génération de Ninh, ce qui les caractérise, c'est le recours aux figures légendaires de la résistance viette, mais en même temps, un anti-confucianisme assumé. Pour eux, l'heure des jeunes a sonné, et c'est tout. Il faut se débarrasser du respect pour les aînés qui empêche toute action novatrice. Et ce discours plaît à tous ces jeunes qui lisent Rousseau et Voltaire dans le texte, contrairement justement aux 2 fans qui le lisaient dans la tradition chinoise.
Ces jeunes lisent français dans le texte et écrivent en Quoc Ngo. Les futurs dirigeants communistes, Pham Van Dong et Vo Nguyen Diap, vont grandir dans cette ambiance et arriver à maturité à la fin des années 20, par exemple. Mais l'autre figure intéressante, c'est Nguyen Thai Hoc, fondateur du VNQDD, le Parti nationaliste vietnamien. Que leur répond-on du côté français? Eh bien, on leur dit, si vous voulez être intellectuel, allez à Moscou. Alors, quand en 1925, les Français arrêtent Phan Boi Chau et le traînent devant la justice, les jeunes se déchaînent. Action, réaction. Ninh est arrêté et son journal, La Croche Fêlée, est fermé. En 1926, Phan Chau Trinh meurt et ses obsèques rassemblent des milliers de personnes et tournent à l'émeute. Les jeunes en profitent pour occuper la rue et se mettre en grève. Des milliers d'élèves sont renvoyés des lycées et certains sont jetés en prison. Mais ni les constitutionnalistes de Thieu, ni les monarchistes de Pham Quynh ne lèvent le petit doigt de peur d'être taxés d'anti-français. Les jeunes radicaux ne l'oublieront pas. Et ce n'est pas un hasard si aussi bien Thieu que Pham Quynh seront assassinés lors de la révolution de 1945. Pour l'instant, à la fin des années 20, le résultat immédiat de la répression et du manque de soutien des élites vietnamiennes, c'est la création d'un parti nationaliste vietnamien, le VNQDD, par Nguyen Thai Hoc. 2 jours avant son exécution, dans une lettre à l'Assemblée nationale française, Hoc expliquera la création du VNQDD par l'absence totale de réformes dans les années 20. Décidés à passer à l'action armée, les militants du VNQDD lancent donc une campagne d'assassinat qui culmine avec l'insurrection ratée de Yen Bai. Yen Bai, c'est un coup de tonnerre dans la langueur indo-chinoise. Et par conséquent, tous les leaders du VNQDD sont traqués, arrêtés et exécutés. Quelques-uns s'enfuient en Chine et ne reviendront au Vietnam que dans les bagages des Chinois en 1945. Néanmoins, ce qui est frappant dans la répression du VNQDD, c'est que les autorités coloniales, tout en réprimant sévèrement le VNQDD, imputent la responsabilité de l'insurrection aux communistes. Le gouverneur général Pasquier dit par exemple « Je pars assister aux obsèques des victimes du communisme ». On réprime le VNQDD, mais on accuse les communistes. Ce qui a pour conséquence de marier revendication nationale et communisme, justement. Pourtant, comme le rapporte le journaliste Roubaud, qui assiste à l'exécution des chefs du VNQDD, à la question « Êtes-vous communiste ?», un militant répond ceci, je cite, « Je suis simplement républicain comme vous. Je souhaite pour mon pays ce que vous avez obtenu pour le vôtre. Un gouvernement démocratique, le suffrage universel, la liberté de la presse, la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen, et pour commencer, l'indépendance. » Fin de citation. Ceux de Yen Bai n'étaient pas communistes. Pourtant, après 1930, il ne reste plus que nationalisme communiste. Avec Yen Bai, l'élite vietnamienne s'est rangée derrière la France, qui représente le camp de l'ordre. Alors qu'en Inde, au même moment, le parti du Congrès permet aux nationalistes de continuer leurs revendications par des moyens constitutionnels, les nationalistes vietnamiens ont été obligés de se radicaliser. Or, cette radicalisation n'est vue par le colon que sous le prisme du bolchevisme. Et en ce sens, 1930
est un signe avant-coureur du triomphe Viet Minh de 1945. Mais il y a encore 15 ans à couvrir avant 1945. 15 ans et un homme, Ho Chi Minh. 15 ans et un tremblement de terre, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce vaste programme qui nous attend au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut hein! Nyawana jake